Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de rentrée, de Microsoft pour les partenaires. Nous sommes le 6 octobre. Je suis, Stanislas et je suis accompagné de Nicolas Clerc, bonjour à tous. et nous allons passer ensemble 45 minutes pour faire une introduction, autour d'un nouveau service qui s'appelle Azure Arc. Alors avant de commencer dans le détail technique, finalement, Azure Arc s'inscrit, dans une stratégie, hybride de Microsoft qui existe depuis déjà quelques années, qui continue à s'enrichir et donc dans cette approche hybride, finalement, on va parler de quoi? On va parler, d'autres fournisseurs de cloud, on va parler d'infrastructures ou de workloads qui vont tourner, sur vos data centers. On va parler également de déploiement, en bordure sur le edge, comme on peut l'avoir par exemple dans des usines ou des endroits un peu éloignés. Heu, Pourquoi arc comme nom? Eh bien, un arc en mathématiques, c'est quelque chose qui englobe, c'est en fait, la ligne qui va relier 2 points et cette ligne va englober, un ensemble. Eh bien ici, arc va servir à manager effectivement des choses qui vont tourner dans d'autres, solutions cloud, qui vont, être également sur site dans vos data centers ou sur du edge. Et effectivement ici, on a un magnifique arc qui est destiné. Alors, Microsoft Azure Arc, c'est avant tout en fait un ensemble de services ou de technologies qui vont permettre en fait d'étendre ce qu'on a aujourd'hui dans Azure, c'est-à-dire nos outils, nos services de gestion et de sécurité, et de les étendre finalement au-delà du périmètre d'Azure, dans d'autres clouds, sur site ou sur du edge. Il existe en fait quatre déclinaisons majeures de Arc. La première s'appelle Arc for Server. On va le détailler bien entendu par la suite. Arc pour SQL Server, Arc pour Kubernetes et Arc pour les services de data. Donc nous allons reprendre dans le détail ensuite l'ensemble de ces services avec Nicolas pour vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir les utiliser pour intégrer des choses qui sont hors de Azure dans Azure et quels seront les bénéfices associés derrière. Donc Azure Arc est un service qui est fait pour faire de l'hybrid management. Hybride dans le sens où il n'y aura pas que des ressources cloud Azure que l'on souhaite administrer, mais aussi des ressources qui seront à l'extérieur d'Azure, qui seront on-prem, qui seront dans d'autres clouds, qui seront chez d'autres hébergeurs. Et par hybrid management, on entend en fait que l'on souhaite administrer l'ensemble de ces ressources exactement de la même manière, c'est-à-dire appliquer les mêmes stratégies de gouvernance dans ces environnements, quelle que soit la localisation, quel que soit l'endroit où se trouve la ressource IT que l'on souhaite administrer. On a défini ces pratiques, ces best practices de gouvernance dans Azure. On va souhaiter les réutiliser, capitaliser, les appliquer de partout. De la même manière, nos procédures de mise à jour, de gestion des mises à jour de nos applications et de nos environnements, on va souhaiter les appliquer de la même manière et avoir la possibilité de monitorer l'ensemble de ces mises à jour, s'assurer que tout s'est bien passé. Un des points critiques et importants, c'est la sécurité. Quand on travaille sur Azure, on a la plupart du temps défini une politique de sécurité. Cette politique de sécurité, on souhaite aussi l'étendre à l'ensemble des ressources que l'on souhaite utiliser, y compris celles en dehors d'Azure. Donc, on va pouvoir appliquer ces règles de sécurité de partout dans notre environnement hybride. Et pour conclure, bien entendu, quand on a des ressources, on souhaite monitorer leur bon fonctionnement, s'assurer qu'elles fonctionnent bien, que nos applications sont bien réactives et disponibles pour nos utilisateurs. Donc, on va pouvoir monitorer les performances. Alors Azure Arc va nous servir à organiser et à gouverner des ressources. Ces ressources, ce seront des serveurs physiques, virtuels, ce seront des clusters Kubernetes, et ces ressources seront réparties pas forcément uniquement dans Azure, mais dans d'autres environnements, comme on l'a dit, hein, d'autres clouds, d'autres data centers, également sur le edge. Le tout, cette organisation et cette gouvernance se fera depuis un point central. Généralement, ce sera le portail Azure ou les API d'Azure, mais en gros, le contrôle plein de l'ensemble sera donc du coup dans Azure. Pour Kubernetes, l'intégration avec Azure Arc va nous permettre de gérer le déploiement et la configuration des applications qui vont être déployées dans ces clusters. Ces clusters, comme tu l'as dit, pouvant être cloud Azure, cloud au non Azure, donc n'importe lequel autre, data center ou en périphérie. Le tout, on va capitaliser sur le mode DevOps et on va réutiliser un certain nombre de techniques. On va notamment utiliser les dépôts de code source pour nous permettre de versionner l'ensemble des éléments de configuration et de déploiement qui vont être mis en œuvre sur. Alors, au-delà des serveurs et des clusters Kubernetes, Azure Arc va également permettre d'exécuter en fait des services de base de données partout. Là encore, hein, le partout étant partout à l'extérieur de Azure. Donc l'idée, ce sera de pouvoir déployer et de gérer ces services de base de données. Et du coup, ça va répondre à certains scénarios, comme par exemple, effectivement, j'ai besoin d'avoir mes bases de données
dans mon data center ou dans une région particulière où il n'y a pas d'Azure, mais je veux l'utiliser comme dans Azure et le gérer comme dans Azure. Donc l'idée effectivement, c'est de gérer les dernières technologies, en termes de version, de moteur de base de données et de gérer ça de manière la plus transparente et la plus sécurisée possible depuis, le cloud Azure. Donc si on reprend, les basiques d'Azure en termes de management, aujourd'hui dans Azure effectivement on a, donc les utilisateurs ou les clients, vont se connecter, à Azure au travers de différentes interfaces. L'interface, ça peut être le portail Azure, ça peut être la ligne de commande, Azure CLI, ça peut être, les API, ça peut être des outils tiers, et cetera. Et donc tous ces outils vont à la fin parler avec les API d'Azure pour, profiter d'un ensemble de services. Il y a des services qui sont, communs finalement à l'ensemble de la plateforme et qui seront après consommables par les sous-services. Donc globalement, prenons ici par exemple une machine virtuelle, une web app, une Azure Service Fabric ou un cluster Kubernetes. Tous ces services-là ont des choses en commun, qui vont exploiter sur l'ensemble de la plateforme. Ces choses en commun, pardon, sont effectivement tout ce qu'on appelle, la plateforme Azure Resource Manager ou ARM. Donc cette plateforme, elle intègre en fait, différents, composants qui vont permettre de faire différentes opérations. Donc gérer par exemple les accès de qui a le droit de faire quelle opération en utilisant du Role-Based Access Control, le fameux RBAC. Être capable de diviser finalement l'ensemble de ces ressources dans différents, abonnements, Azure. Du coup gérer, et organiser ces ressources avec des tags à l'intérieur, les regrouper dans des ressources groupes, pouvoir faire de la recherche, là-dessus, et puis, déployer de manière un peu industrialisée avec ce qu'on appelle des templates ARM, qui sont en fait des modèles d'infrastructure as code, basés sur un code en JSON. Le tout, surveillé avec, les logs de la plateforme Azure, plus une mécanique en fait de solutions de gouvernance qu'on appelle Azure Policy ou de blueprint qui vont permettre effectivement de faire des déploiements, industrialisés. Et puis, sur cette plateforme Azure RM, on a des services également de management, donc les services qui vont aider ou gérer les autres services. Et donc là, on va parler effectivement des services comme Azure Monitor pour le monitoring, des services d'update, les services de sauvegarde, le Security Center, et cetera. Donc ça, globalement, c'est un résumé assez simple de comment fonctionne Azure en termes de management. Maintenant, comment va venir s'inscrire Arc dans cet ensemble-là? Finalement, de manière assez simple. Donc ici, on avait en bas, l'ensemble des services Azure, qui profitent effectivement de tout ça. Eh bien, Arc est simplement un nouveau service Azure, donc il va avoir son propre, ce qu'on appelle un resource provider ou ses ressources providers. Et donc Arc va être une interface quelque part, un service dans Azure qui va permettre d'interfacer, de connecter soit des serveurs, soit des clusters Kubernetes, soit des serveurs de base de données qui sont situés à l'extérieur d'Azure. Et donc en fait, cette interface Azure Arc va permettre du coup d'exposer ces choses externes comme des objets Azure. Alors bien entendu, ces objets vont tourner dans d'autres endroits que Azure, donc on va dire les localisations, les emplacements des clients dans d'autres clouds ou dans des data centers, et ces solutions seront toujours, accessibles, interfaçables avec les outils qu'on connaît. Si on est sur du cluster Kubernetes, ça pourrait être un kubectl avec les API Kubernetes. Si on est sur des serveurs avec, les outils d'administration tout à fait classiques, bien entendu. Ce que l'on souhaite gérer avec Arc ne va pas se faire par magie. On a une petite solution classique. On va déployer un agent sur les ressources, donc sur les serveurs SQL, sur les clusters Kubernetes. Cet agent va avoir pour rôle de dialoguer avec Azure Arc pour que les échanges d'informations, d'éléments de configuration ou de métriques puissent circuler entre Azure Arc et nos ressources. Donc cet Azure Guest Configuration Agent, il faut le voir un peu comme une évolution des groupes policy. C'est un exécutable complètement autonome et il n'y a pas besoin d'avoir un Active Directory au sens Windows du terme. On prend une VM, on l'installe et on peut intégrer ce serveur directement dans Azure Arc. Il va bien entendu permettre le monitoring du serveur, la validation, donc tout un ensemble de paramètres. Et point important, il ne va pas nécessiter d'ouverture de connexion réseau entrante. Ça veut dire que c'est l'agent qui va se connecter à Azure Arc et pas Azure Arc qui va se connecter à l'agent. Donc, on n'a que du trafic sortant. Ce trafic est bien entendu sécurisé et compatible avec les proxys d'entreprise. Pour installer cet agent, rien de plus simple. Il y a un petit script qui est généré par le portail. Ou alors, si vous souhaitez déployer l'agent sur plusieurs VM, sur un ensemble de machines de votre parc, vous allez bien entendu pouvoir faire une installation à l'échelle. Un service principal pour la sécurité et le strict minimum de permissions nécessaires pour déployer cet agent de manière automatisée.
Bien entendu, si vous utilisez déjà des outils type Windows Admin Center ou System Center, vous allez pouvoir les utiliser pour automatiser le déploiement de cet agent et l'enregistrement donc de vos ressources dans Azure Arc. Eh bien, écoute, Nicolas, je te propose on va commencer maintenant à rentrer un peu dans le détail. Là, on a décrit un petit peu finalement de manière assez simple ce que c'était que Arc. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier service Arc, Arc for Servers. Donc Arc for Servers, la bonne nouvelle, c'est que c'est en GA, Generally Available, donc c'est-à-dire prêt pour de la production, depuis le 22 septembre 2020. Donc c'est tout frais, ça a été annoncé lors de la conférence Ignite aux États-Unis. C'est disponible sur plusieurs régions. Alors attention, ici, on parle juste de l'endroit où sera instancié l'objet et pas l'endroit où est réellement le serveur, par exemple ici. C'est juste que l'objet, effectivement, qui existera dans le portail Azure sera localisé sur une de ces régions-là. Donc, comment ce Arc for Server va s'inscrire dans la plateforme Azure? Eh bien, simplement, on va venir effectivement, comme tu l'as indiqué au préalable, installer des agents, donc l'Azure Connected Machine Agent, qu'on va installer sur les machines qui sont hors de Azure, et cet agent, effectivement, par une connexion sécurisée en type TLS, va se connecter à une API qui s'appellera Azure Arc for Server, et du coup, celui-ci est un resource provider qui va du coup permettre toutes les fonctionnalités avec le reste de la plateforme. Donc finalement, c'est assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui dans Azure, avec une machine virtuelle qui elle-même a son propre agent, ce qu'on appelle le Guest Agent, qui est l'agent lié à la plateforme de paravirtualisation. Et puis sur ces agents, on a des extensions qui permettent d'enrichir en gros l'expérience d'administration de la VM. Donc on va retrouver en fait cette notion d'extension également avec les VM qui seront interconnectés avec Arc for Server. Alors les systèmes supportés sont assez larges. On parle ici de Windows Server 2012 et ultérieurs, des Ubuntu, on va dire, assez classiques, 16.04 et 18.04. Je crois qu'encore on n'a pas mis la 20.04, mais ça ne saurait tarder. CentOS en version 7, Linux RHEL également en version 7, du SUSE en 15, et puis également de l'Amazon Linux dans sa version 2, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on n'est pas bloqué à un data center sur site ou à un cloud, on est ouvert à tout le monde. Là encore, l'offre et la demande vont faire qu'on rajoutera très probablement d'autres distributions, là encore en fonction des projets de nos clients. En résumé, Arc for Server fait quoi? Il va permettre de faire un inventaire. Donc un inventaire des machines physiques ou des machines virtuelles. Là-dessus, on ne fait pas de différence, finalement, on installe un agent dans un OS. Cet OS peut être un OS Windows, comme on l'a vu précédemment, ou un OS Linux. Cette machine peut être instanciée dans un data center privé ou dans d'autres clouds, ou chez un hoster, ou n'importe où hors de Azure. Et point important, effectivement, on l'avait déjà dit tout à l'heure, c'est un peu un comique de répétition, on est indépendant de la notion de domaine, effectivement. On peut faire ça avec des machines qui sont en workgroup ou des machines Linux. Donc au-delà de l'inventaire, on va pouvoir faire également de la gouvernance et de la sécurité, donc en gros réutiliser ce qu'on a déjà dans Azure, donc les Azure Policy, soit réutiliser celles qui existent déjà, soit en créer des spécifiques, qui vont permettre en gros de vérifier qu'une configuration est bien dans l'état tel qu'on l'a désiré. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, avec ce système de baseline et de policy géré dans Azure, et bien à la fin, quand vous allez regarder l'état de conformité globalement de votre système d'information, vous allez le regarder dans un seul outil qui sera Azure Policy, et vous aurez la vue des ressources dans Azure et celles qui ne sont pas dans Azure. L'ensemble de l'accès à ces objets dans Azure, des objets Azure Arc, sera bien entendu géré par des rôles tout à fait classiques, c'est du RBAC tel qu'on le fait dans Azure, du Role Based and Access Control. Donc là encore, on va centraliser et choisir qui a le droit de voir ces objets Azure Arc. Si on est un MSP, on va pouvoir utiliser Lighthouse, c'est supporté. Et l'idée derrière, c'est qu'une fois que ces agents sont installés, de les enrichir avec la partie monitoring, pour regrouper finalement et de remonter l'ensemble des logs de ces serveurs dans un point centralisé qui s'appelle chez nous un Azure Log Analytics Workspace, donc un puits de log basiquement. Du coup, on va pouvoir corréler à la fois les logs des machines dans Azure et des machines qui ne sont pas dans Azure, et ça va être beaucoup plus simple après quand on va avoir des dépannages d'environnements qui sont hybrides. Donc on doit retenir de cela, finalement ça va nous permettre du coup d'avoir un seul endroit pour gérer à l'échelle finalement l'ensemble de ces serveurs. Parce qu'on aura du coup un inventaire de tous ces serveurs sur lesquels on va pouvoir faire de la recherche, une même expérience visuelle et une même organisation parce qu'une ressource Azure Arc for Server, c'est une ressource Azure, donc on va pouvoir lui mettre des labels, des tags. Et donc on va pouvoir du coup classifier comme ça un ensemble de ressources, qu'elles soient dispatchées dans Azure ou pas dans Azure, et du coup faire des recherches dessus avec les tags. Alors maintenant on va voir comment on fait pour onboarder, et finalement comment faire pour mettre un serveur
dans Azure Arc. Alors après, il y a différentes méthodes. Première méthode qu'on peut avoir, qui est probablement une des plus simples, c'est directement, si on a une machine Windows, de passer en fait par le Windows Admin Center, qui est la nouvelle console d'administration que vous connaissez certainement d'Azure. Console au passage qui arrive également dans le portail Azure. Donc on va retrouver cette console dans le portail Azure pour les machines Windows. Si on va dans la partie propriété, settings d'un Windows Admin Center sur un serveur Windows, eh bien on va retrouver ici, juste en dessous des variables d'environnement, une zone qui s'appelle Azure Arc for Server. Et ici directement, en fait, vous avez un point de démarrage pour pouvoir venir injecter, enregistrer votre serveur auprès d'Azure Arc. Donc si on fait le Get Started, simplement il va vous dire, donc il faut être connecté au préalable sur l'abonnement Azure, bien entendu, dans votre navigateur. Il va vous dire quel abonnement tu veux sélectionner, si vous avez plusieurs abonnements par rapport à votre identifiant. Et ensuite, vous allez dire, soit je vais créer une nouvelle ressource dans un ressource groupe existant, soit je vais au passage créer un nouveau ressource groupe dans lequel je vais créer mon objet Azure Arc for Server. Une fois qu'on a fait ça, si on passe par un proxy, on va préciser ici les informations sur le proxy. Et une fois qu'on a fait ça, on clique sur Setup. Et là, à ce moment-là, il va faire toute l'opération pour vous d'aller télécharger l'exécutable, l'installer et le raccorder à Azure. Et donc ce serveur se retrouve après, à la fin du dispositif, connecté dans Azure. Donc ça, c'est la première façon simple de prendre un serveur Windows un peu récent et de l'injecter dans Azure en termes de management avec Azure Arc. Donc là, on a vu la première méthode. Deuxième méthode, c'est d'onboarder directement les serveurs dans Arc, mais via le portail Azure, qui est en général l'interface qu'on utilise quand on est administrateur Azure. Donc pour cela, on va rechercher Arc, et on a une console qui s'appelle Arc, tout simplement, dans laquelle, en gros, on a les trois grands services qui vont nous intéresser. Gérer, gouverner les serveurs, gérer du Kubernetes ou gérer des services de base de données. Donc ici, on va prendre la première partie, qui est la partie serveur. Et là, on a deux options. Soit on gère machine par machine, avec un script qui sera interactif, dans le sens où un humain va devoir faire des opérations, ce que je vais vous montrer. Soit on peut le faire à l'échelle, effectivement, et si on le fait à l'échelle, là, dans ce cas-là, on va devoir créer effectivement un compte de service, etc. Donc on va passer par la première étape. Donc on va venir simplement, comme toute création de ressources dans Azure, préciser dans quel abonnement on souhaite créer la ressource, dans quelle ressource groupe, dans quelle région. Et puis ici, on va choisir si on a un système d'exploitation Windows ou Linux, et éventuellement les propriétés de son proxy d'entreprise, si on a un proxy d'entreprise. Ensuite, on peut rajouter des tags. Donc on peut déjà le faire dès l'opération de création, comme toute ressource Azure, on peut directement mettre des tags, on peut le faire également a posteriori. Et une fois qu'on fait ça, et qu'on clique sur Generate, il va vous générer un script ici, qui est un script en PowerShell. Dans ce script, vous allez le télécharger. Et donc vous allez obtenir un magnifique fichier PowerShell qui va ressembler à ça. Et ce script en fait trois grosses opérations simplement. La première, c'est qu'il va aller télécharger en fait l'agent. Donc il y a un micro URL ici. Ça sera donc un agent qui sera un fichier MSI. Là, je suis dans un exemple Windows. Ensuite, ce script va lancer l'installation de ce fichier MSI avec des commutateurs derrière. Et ensuite, une fois que l'agent est installé, il va y avoir en fait l'enregistrement de la machine avec l'agent. Donc là, l'agent est appelé avec une chaîne derrière et un ensemble d'éléments. Donc on va retrouver le nom du resource group, le nom du tenant, donc c'est l'Azure ID, l'Azure Active Directory, et la subscription ID, celui qui a des tags. Donc comme je l'ai dit, donc là on lance le script. Voilà, donc le script est lancé, il me dit attention ça va prendre un petit peu de temps, et donc durant le script on me dit il va falloir s'authentifier. Là on a bien vu que dans les lignes de commande que j'ai montées, il n'y avait pas d'authentification, donc là c'est la version interactive, donc en tant qu'administrateur, il va me dire allez sur un navigateur, sur microsoft.com/device-login, tapez le code que vous avez, faites le processus d'authentification, et ensuite le reste de la mécanique va se faire tout seul. Donc on saisit le code de manière assez classique, on se log, et une fois que l'opération est faite, effectivement, on a ce message-là. Là, on peut fermer la fenêtre, et là, le processus d'onboarding se termine. Et donc là, cette fois-ci, la ressource Azure Arc a été créée, l'agent a été configuré pour parler à Azure sur cet abonnement donné, et là, on est prêt à travailler. Donc qu'est-ce qui s'est passé effectivement du coup dans ce process? On a eu l'installation de cet agent, qu'on peut voir ici, qui s'appelle Azure Connected Machine Agent, et du côté Azure, on a eu effectivement la création d'une nouvelle ressource qui s'appelle de type
machine Azure Arc. Cette nouvelle ressource, vous voyez, a effectivement une interface assez classique comme on peut avoir dans les VM aujourd'hui dans Azure. Un petit peu moins d'options, mais il y a déjà pas mal de choses. Donc on voit effectivement le nom de la machine, son système d'exploitation, la version de son système d'exploitation, et également la version de l'agent. On a déjà des tags ici qui ont été prépositionnés, et ensuite on va venir pouvoir faire d'autres opérations sur cette machine, parce que le but c'est de l'administrer. Donc en général, ce qu'on va pouvoir faire, on peut le faire également après de manière automatisée, c'est venir rajouter une extension qui va faire la partie monitoring. Là pour l'instant, on a juste connecté la machine à une ressource dans Azure. Si on veut remonter les logs de cette machine vers un puits de log, Log Analytics, il va falloir installer l'agent de monitoring. Donc, nouvelle ressource, nouvelle extension dans cette machine virtuelle. Donc vous voyez qu'on pourrait faire des extensions de type custom script ou des extensions PowerShell DSC, exactement comme on fait ça dans les VM dans Azure. Une fois que le déploiement est fait, un nouvel agent apparaît et est installé sur la machine, s'appelle le monitoring, le Microsoft Monitoring Agent. C'est l'agent tout à fait classique qu'on a pour du Log Analytics. Ensuite, on va pouvoir aller voir les policies, c'est-à-dire les stratégies. Donc là, dans cet onglet-là, on va voir les stratégies Azure qui vont s'appliquer sur cette machine Arc. Donc il en existe par défaut, parce qu'il y en a qui sont par défaut appliquées à l'ensemble des ressources d'un abonnement Azure, mais on peut bien entendu rajouter ses propres policies. Donc exemple, on va venir par exemple on peut mettre une politique, une stratégie d'audit qui va vérifier que par exemple Windows Defender est activé sur la machine. Ça c'est un exemple. On a également des stratégies spécifiques à Azure Arc qui permettent par exemple de dire par stratégie, on peut vérifier la présence de l'agent de monitoring et si ce n'est pas le cas, de le déployer. Donc vous voyez qu'ici, ça fait penser un peu à des groupes policies où on peut juste vérifier un paramètre ou simplement déclencher des choses. Là c'est exactement la même chose. On peut également installer, au-delà de l'agent de monitoring standard, l'agent de dépendance, qui est un agent qui va enrichir encore l'expérience, on va le voir juste après. Et on a également une politique ici, un objet de stratégie, qui est de dire vérifier que le monitoring a bien été installé sur les machines. Donc il y en a un qui force l'installation, l'autre qui va vérifier. Hop, du coup on peut créer des nouvelles stratégies ici, et ensuite on aura l'état de conformité, est-ce qu'on est compliant ou pas. Alors du coup, je vous ai parlé de monitoring. La partie monitoring des machines virtuelles est actuellement en preview, enfin elle est en preview depuis le mois de juin, et donc ça va s'enrichir au fur et à mesure de l'agent, et l'idée en fait effectivement c'est d'avoir la même expérience dans les machines virtuelles Arc que les machines virtuelles dans Azure, c'est-à-dire avoir toute la partie dans la console d'administration d'Azure qui s'appelle le monitoring avec les insights, où là effectivement, donc là je vous ai montré comment on pouvait l'installer de manière automatique par policies, mais on peut venir également le faire de manière manuelle. Et si on vient de manière manuelle, ici on va venir cliquer sur Enable, et là en fait il va du coup associer la machine à un puits de log. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps de collecter les données, et ensuite on va retrouver dans sa console Azure, eh bien, la métrologie de la machine virtuelle, plus des informations comme par exemple ici l'ensemble de mes disques, le remplissage, les IO par seconde, etc. Et donc si on a installé l'agent de dépendance associé, du coup on profite en fait de Map, donc qui est le service qui permet de cartographier les usages sur une VM. Et donc là on voit ma VM qui est dans mon data center et qui est gérée dans Azure. Je vois l'ensemble de la métrologie derrière et je vois l'ensemble des machines auprès desquelles elle est connectée. Donc ça c'est vraiment le service qui va permettre de détecter toute la partie dépendance. Et puis comme on est donc du coup intégré Azure Monitor, ça veut dire que dans la partie Insight d'Azure Monitor, dans la partie Virtual Machine, eh bien on va pouvoir regrouper dans une même interface un ensemble de machines qui sont dans Azure et pas dans Azure, et d'avoir l'ensemble des informations dans une même console centralisée là encore. Du coup, eh bien, il n'y avait pas de raison également de ne pas pouvoir, avec ces informations-là, travailler avec Azure Security Center. Là, vous avez la nouvelle version d'Azure Security Center, où sur la partie effectivement inventaire, je vais retrouver ici des éléments qui sont des machines virtuelles qui tournent dans Azure, également des machines physiques qui sont sur site, mais avec l'agent de monitoring, et des serveurs Arc ici, qui eux vont également être monitorés, et donc sur lesquels je pourrais avoir des recommandations, par exemple en termes de sécurité, par Security Center. Donc si on fait un drill down, on clique dans cette interface, on va voir ici par exemple que j'ai une machine Arc qui s'appelle Hyperscan 2, sur lequel j'ai des recommandations. Je vois quand ont eu lieu les derniers scans, et donc cette machine, si je vais dans le détail, on va me dire ici qu'il par exemple il y a des mises à jour qui doivent être installées sur cette machine. Si je clique ici, ça va m'ouvrir effectivement la console Azure Log Analytics, donc ça va faire une requête sur le puits de log, et ça va me dire, par exemple, pour cette machine-là, il te manque ce correctif de sécurité. Et effectivement, si je vais sur la machine et que je fais
une vérification des mises à jour, je vois qu'effectivement, ce fameux cumulatif dont il me parlait, qui est en pending install. Et donc là, je peux l'installer. La suite, bien entendu, vous l'aurez compris, hein, c'est de pousser en fait cette solution au-delà du monitoring et directement en fait dans la partie VM monitorée en Azure Arc, d'avoir le update management qui va s'appliquer ici, et donc on se servira des services en fait d'update management pour contrôler les mises à jour des machines virtuelles. Donc là on a fait le premier tour qui était la partie effectivement SQL Azure Arc pour les serveurs. Une déclinaison particulière des serveurs, c'est les serveurs Windows ou Linux qui ont du SQL Server. Et du coup, pour cela, on a un composant additionnel qui va permettre, qui s'appelle Azure Arc for SQL Server, qui va permettre là encore de ramener dans Azure des composants SQL Server, des serveurs SQL Server, mais gérés depuis la console. Donc c'est en public preview, ça a été annoncé en fait durant la conférence Ignite en septembre 2020, donc fin septembre 2020. Ça fait partie, c'est un sous-ensemble finalement de Azure Arc for Server, parce que ça va s'appuyer en partie sur l'agent Azure Arc for Server et ça va l'enrichir. Et ça va permettre en gros de gérer hors de Azure des instances SQL hébergées, alors des instances SQL de type SQL Server 2012 ou ultérieur, qu'on soit sur du Windows ou du Linux, et là encore machine physique ou machine virtuelle. Alors, techniquement derrière, l'architecture est relativement simple. Vous allez avoir donc effectivement votre infrastructure hors de Azure, virtualisée ou non virtualisée, avec ici vos machines qui vont avoir donc un agent Arc installé, donc ça c'est pour la partie purement système d'exploitation, pour faire la partie identité, etc. Et on va avoir un Azure, un agent Arc un peu particulier, qui va se relier lui à un source provider qui s'appelle Data, et puis l'agent de monitoring qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment cet élément qui est au milieu qui va un peu faire la différence, et qui va permettre du coup, une fois qu'on a une machine de type SQL Server Azure Arc, donc là vous voyez que l'objet s'appelle SQL Server et non pas Machine Arc, et donc d'avoir effectivement la même expérience, alors ici avec des interfaces qui sont un peu différentes d'un serveur classique, parce que là le but c'est de parler effectivement de SQL, donc on voit ici que j'ai un serveur SQL 2019 en version standard, avec une machine ici qui a 8 corps, et donc l'intégration avec Arc for SQL Server va permettre de retrouver en fait toute la partie Defender, donc Azure Defender qui est la partie sécurité, threat protection d'Azure, et qui va permettre donc, du coup d'analyser par exemple ici la configuration en termes de sécurité de mon serveur SQL, qui n'est pas terrible, mais je ne suis pas un expert en SQL Server. Ça va permettre également d'avoir une vue sur les variables d'environnement du SQL Server, et d'avoir toutes les propriétés derrière. Donc là encore, c'est en train de s'enrichir, l'agent en preview vient d'arriver, mais l'idée c'est vraiment de ramener dans Azure effectivement toutes ces instances SQL, et d'avoir une vue globale et les mêmes outils pour gérer la partie sécurité, la partie variable environnement et santé des environnements SQL, etc. Et maintenant, on va passer au troisième qui est un gros morceau, Nicolas, hein, c'est Azure Arc for Kubernetes. Alors, c'est actuellement en public preview, hein, c'est disponible dans certaines régions d'Azure, mais c'est disponible au moins en West Europe. Là encore, quand je dis disponible, c'est dans le sens l'objet qui est créé dans la région Azure, mais bien entendu, votre Kubernetes ne sera pas forcément dans cette région-là. Plusieurs scénarios sont supportés pour ces clusters Kubernetes. D'abord, c'est de pouvoir connecter un cluster Kubernetes qui n'est pas dans Azure pour pouvoir, là encore, le mettre dans l'inventaire, le mettre dans des groupes, le taguer, faire du airbag. Ça va servir à déployer des applications dessus, et ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Nicolas, tu vas nous le détailler vraiment juste après. Là encore, ce sera d'utiliser les mêmes choses qu'on utilise aujourd'hui dans Azure Kubernetes Service, c'est d'utiliser par exemple Azure Monitor pour visualiser, surveiller ce cluster. Et là encore, d'avoir la même interface, la même expérience utilisateur. Et puis, on a vu tout à l'heure avec les machines virtuelles qu'on avait la notion de stratégie de gouvernance. Et bien là encore, on sait faire de la gouvernance dans Kubernetes avec Azure Policy for Kubernetes, et c'est ce qu'on va pouvoir faire également avec Arc pour des clusters Kubernetes hors de Azure. Donc l'installation d'un cluster Kubernetes ou l'inscription dans Azure d'un cluster Kubernetes à l'extérieur est relativement simple. Je vais te laisser nous présenter le processus, Nicolas. Voilà, donc là, tu vois, on s'est amusé avec un de tes clusters Kubernetes qui se trouve dans ton data center. En l'occurrence, ici, bon, c'est un Minikube, donc c'est le cluster Kubernetes de développeurs. Voilà, un petit cluster historiquement destiné aux développeurs, mais qui est tout à fait fonctionnel et qui marche très bien avec Azure Arc. Donc là, on voit que la première ligne de commande, donc le kubectl get nodes, nous renvoie bien qu'on est sur un Minikube, que le cluster est fonctionnel et on a sa version 1.18. Le get namespace, le kubectl get namespace nous permet de s'assurer que l'ensemble des namespaces
par défaut de Minikube fonctionne, le default pour déployer les applications, puis on a les 3 namespaces cube standard de Minikube. Ensuite, donc ce cluster, on a voulu l'intégrer dans notre Azure Arc, et là, on va utiliser donc la ligne de commande Azure, AZ, et on va utiliser donc une des Connect, pardon. Cette directive va nous permettre de spécifier sous quel nom on souhaite voir ce cluster Kubernetes La commande va installer sur notre cluster Kubernetes les différentes briques logicielles nécessaires, donc les containers nécessaires, initialiser la connexion avec Azure Arc. Bien entendu, cette connexion sera sécurisée, donc c'est pour ça qu'on voit apparaître des traces de certificats partiellement masqués pour des questions de sécurité. Et une fois cette commande exécutée, on va voir dans notre portail Azure ce cluster Kubernetes, donc ce Minikube, qui a déclaré et qui est du coup visible tel quel. Donc on voit ici le Kube Arc Stan Mac qui est visible dans Azure, dans le ressource group qu'on a spécifié et sous un type qui n'est pas Azure Kubernetes Service, puisque là on est dans un Azure Arc Enable Kubernetes. De l'objet de management et en aucun cas. Alors, au passage, on remarque que dans l'interface, du coup, on va mixer et avoir une vue unique de l'ensemble des clusters Kubernetes gérés par Azure, que ce soit des clusters AKS, comme celui-ci, ou les clusters, effectivement, Arc. On voit que dans cette capture d'écran, j'en ai rajouté un petit micro K-Vitesse en plus, qui n'est pas forcément de la même version au passage. Ouais, voilà, c'était le point que j'allais dire, c'est qu'on peut tout à fait mixer les différentes versions de Kubernetes. On est vraiment sur une solution logicielle, container, et pas sur une version spécifique de Kubernetes. Donc sur le même principe que SQL Server ou que les différentes VM que l'on souhaite intégrer dans Azure, on va déployer un agent sur notre cluster Kubernetes. De manière classique, on va faire un deployment. Deployment, c'est une terminologie, c'est un concept de Kubernetes. On va créer, ce déploiement va créer un namespace qui s'appelle Azure Arc, dans lequel vont être instanciés des pods, qui sont des containers en fait, qui vont avoir pour rôle d'assurer la connectivité avec Azure, qui auraient pu être exécutés dans le portail pour les faire exécuter dans le cluster, de collecter les logs, les métriques et les demandes de vérification de configuration qui ont pu arriver. Bien entendu, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure et comme c'était le cas avec l'agent pour les serveurs, les communications sont chiffrées en TLS et dans notre cas, les données de configuration des différents clusters, les différentes informations sensibles sont stockées dans une base Cosmos DB qui, elle, est chiffrée. Donc, si on retourne maintenant sur notre cluster Kubernetes, une fois qu'on l'a connecté à Azure Arc, si on fait un kubectl get namespace, on s'aperçoit qu'on a un nouveau namespace qui s'appelle Azure Arc, qui a été créé dans notre cluster. Et à l'intérieur de ce namespace, donc si on regarde les pods disponibles, donc les containers qui ont été instanciés, on va retrouver la liste des différents agents nécessaires pour le fonctionnement. Donc, il y a les services de base d'Azure Arc, mais on va retrouver aussi notamment les containers pour Flux, pour les collectes de métriques et les remontées d'informations. On va voir juste après à quoi correspond Flux. Donc, comme on l'a évoqué, donc les différentes briques logicielles qui sont déployées dans notre cluster Kubernetes vont communiquer avec Azure pour recevoir un certain nombre d'informations, notamment des déclarations de changement de configuration. Quand on va changer la configuration donc d'une application ou de la connexion de Azure Arc, tout passe par une extension, donc un Resource Manager Azure qui s'appelle le Source Control Configuration, qui va nous permettre de définir où se trouve la source de nos configurations, donc les éléments de configuration qui doivent être appliqués sur le serveur. Le choix qui a été fait avec Azure Arc, c'est d'utiliser en fait des repos Git pour redescendre ces demandes de configuration à nos clusters Kubernetes. Donc, on a un agent qui tourne dans le cluster Kubernetes, donc c'est le config agent, qui est configuré via cette extension source control configuration au niveau Azure et qui permet d'indiquer à notre cluster quels sont les repos Git qu'il doit surveiller et dans lequel il va trouver les directives de changement de configuration
quand on lui demande de changer de configuration. Donc, il va checker, il va vérifier ses repos Git à peu près toutes les 30 secondes. Et quand un nouveau fichier, un nouveau manifeste de changement de configuration arrive, ça peut être des fichiers YAML, donc classiques avec Kubernetes, ou alors des chart helms aussi qui peuvent être utilisés, et ben, l'agent va appliquer la configuration demandée sur notre cluster de manière automatique. Donc, si on regarde maintenant comment on active ces fonctionnalités-là sur notre cluster, quand on est au niveau de la propriété donc de notre cluster, donc le cube Arc qu'on a ajouté juste avant, on va voir l'option Enable GitOps Integration qui va nous permettre d'activer et de configurer notre cluster pour surveiller des repos Git. Donc là, dans l'onglet configuration, on va pouvoir cliquer sur le bouton Add configuration pour ajouter une configuration, ce qui revient à configurer, à indiquer où se trouve le repo Git, l'URL, les éventuels paramètres d'authentification, les namespaces à utiliser au niveau Kubernetes, est-ce qu'on est au niveau cluster ou est-ce qu'on est au niveau namespace, les opérateurs GitOps que l'on souhaite utiliser. Donc, pour le moment, il s'agit de Flux qui est activé. Et si on souhaite utiliser Helms ou non, là, c'est une option en fonction de vos besoins et de vos choix. Vous allez pouvoir l'activer. Donc, une fois ajouté, le cluster, la configuration va être redescendue sur le cluster et l'agent qui tourne sur le cluster va être activé et va se mettre à l'écoute des repos Git en question pour déclencher les installations ou les mises à jour des configurations qui seront poussées dans ces repos Git. Donc, cette caractéristique, à savoir passer par des repos Git pour configurer le cluster Kubernetes, s'appelle une approche GitOps. C'est issu des pratiques DevOps, mais appliqué dans un environnement Kubernetes. Donc, GitOps, on va utiliser Git pour la gestion du code source, bien entendu, pour les applications, mais en même temps pour versionner complètement les manifestes de déploiement, les configurations d'applications et l'ensemble des changements que l'on souhaite appliquer sur nos applications, sur les namespaces qui tournent dans nos clusters. Donc, cette approche GitOps va vous permettre de déployer ces configurations. L'autre avantage, c'est qu'on va potentiellement pouvoir utiliser le même repo Git sur plusieurs Kubernetes, donc à savoir la même configuration, l'appliquer sur un ensemble de clusters qui sont gérés à travers Azure Arc. Et bien entendu, on va capitaliser sur l'existant, à savoir, on va réutiliser les pipelines de CI/CD existants, donc avec la possibilité de faire des commits, des pull requests et des approbations de pull requests au niveau Git. Donc, les principes fondamentaux de GitOps. Donc, le but de la session, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est toujours bon d'avoir en tête un peu ce qui change par rapport à nos habitudes. Avec GitOps, on va déclarer et décrire la configuration du système de manière déclarative. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'impératif, exécuter, décrire ligne à ligne tout ce qu'on doit faire dans le cluster, mais on va tout simplement décrire l'état final que l'on souhaite obtenir une fois que la configuration aura été appliquée. Donc ça, c'est ce qu'on va pousser à l'intérieur de nos repos Git. Ensuite, les différents agents logiciels qui tournent sur le cluster Kubernetes vont avoir pour charge de prendre cette demande d'état à désirer pour l'appliquer et exécuter, déduire les étapes à exécuter pour atteindre l'état désiré. Bien entendu, si pour une raison X, cet état, on ne peut pas l'atteindre, soit parce qu'il y a divergence de configuration, soit parce qu'il y a des soucis de ressources ou de disponibilité sur le cluster, on aura de l'alerting et de la remontée d'informations. Donc, sur le principe de GitOps, le workflow qui est utilisé, les développeurs vont bien entendu continuer à utiliser de manière traditionnelle leur repo de code source avec les phases d'automatisation des tests et de construction. La build et ensuite le résultat de la build est poussé dans la registry, donc dans une Azure Registry qui va contenir l'ensemble des containers et leurs différentes versions. Et ensuite, on fait une pull request pour mettre à jour les manifestes d'application. On ne va pas aller faire un kubectl apply et un fichier YAML custom à chaque fois. On va pousser dans un repo Git une pull request pour dire, bon, on a fini. Maintenant, je demande la mise à jour vers cette nouvelle version. On a une phase d'approbation qui est déclenchée et si cette approbation est acceptée, bien entendu, les agents GitOps, donc les agents Flux qui tournent dans le cluster, vont s'exécuter et faire les actions nécessaires pour atteindre l'état désiré tel qu'il était défini. Donc, si je résume finalement tout ça, on n'attaque plus en direct les API de Kubernetes, mais dans l'approche GitOps, le seul référent, c'est un ou plusieurs dépôts Git. Et ces dépôts Git sont contrôlés par des gens qui vont approuver ou pas des demandes de modification, les fameuses pull requests. Et donc ça veut dire que c'est un moyen assez moderne aujourd'hui
de ne plus avoir, des dérives de configuration, d'être certain à tout moment de savoir exactement où on en est. Parce que le seul point auquel on fait confiance, la base de référence, c'est en fait ce dépôt Git avec des gens qui vont contrôler ce qui est committé ou pas dessus. Voilà. Tout à fait. Et l'ensemble des actions exécutées dans un cluster seront versionnées sur ce repo Git, ce qui permet une parfaite réexécution et un parfait replay si besoin. Donc là, comme je l'évoquais rapidement, on a l'exemple classique d'un cycle de développement DevOps avec une chaîne de CI/CD dans lequel le développeur écrit son code, pousse dans sa base de code source les modifications et ensuite on a l'automatisation, l'exécution des tests unitaires, les tests d'intégration, la compilation finale et le push dans la registry de container qui contient ces différentes versions de container. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on enchaînait sur la phase de déploiement qui pouvait être fait soit par un script, soit manuellement. Là, on avait une multitude de façons de faire. Donc, la partie, quand on passe en modèle GitOps, on retrouve bien entendu toujours nos développeurs qui écrivent leur code source et qui continuent à le versionner dans du Git. Et ensuite, une chaîne d'intégration continue qui va varier légèrement et qui va s'arrêter à la partie publication, donc des containers à l'intérieur de la registry. À partir de là, la phase de déploiement n'est plus déclenchée par la phase de CI issue de la modification du code source, mais par des actions explicites qui auront été réalisées sur un repo spécifique, un repo Git, donc qui est le repo de configuration qu'on retrouve en bas à droite, sur lequel on va pousser un manifeste d'application, un fichier YAML, un chart Helm, sur lequel on va dire, bah voilà, on souhaite déployer cette nouvelle version avec sa propre logique de validation d'approval, et une fois que la pull request aura été validée, les agents qui tournent sur le cluster vont prendre en charge cette demande. Donc, dans le cadre d'Azure Arc, le choix qui a été retenu pour implémenter GitOps, c'est Flux CD. Voilà, donc là, on a le mode de fonctionnement un peu plus détaillé de Flux CD dans le cadre d'Azure Arc. Donc là, on voit sur le côté droit, on a notre cluster Kubernetes dans lequel l'agent Flux CD a été déployé et installé. Tout en haut, on retrouve une registry de containers, donc une Azure Registry, par exemple, sur lequel vont être disponibles l'ensemble des containers de nos applications, une fois la chaîne de continuous integration réalisée et les builds réalisés. Donc, notre agent Flux CD, lui, se met à l'écoute du repo de configuration. Donc, c'est le petit rond central sur le slide. Ce repo de configuration va recevoir les mises à jour de configuration qui vont être à déployer sur le cluster Kubernetes par l'intermédiaire de commit ou d'approval de pull request sur ce repo. Donc, l'agent Flux CD va récupérer ce fichier de configuration, ce manifeste de configuration, fichier YAML ou chart Helm, va détecter les actions à exécuter et les éléments à traiter et à lancer sur notre cluster Kubernetes. Et l'agent Flux CD, lui, va dialoguer avec l'API Kubernetes pour déclencher les mises à jour et peut-être déployer une nouvelle version de container, faire un scaling de pod et ainsi de suite. Donc, on n'a plus besoin de l'extérieur de notre cluster Kubernetes d'utiliser la ligne de commande kubectl apply pour faire des modifications, des déploiements, ce genre de choses. Tout passe par Git. On pousse dans Git, on versionne dans Git nos changements de configuration et ensuite, ils sont appliqués de manière automatisée par l'agent Flux CD qui tourne dans le cluster Kubernetes. Alors du coup, on peut se dire si on a plein de clusters Kubernetes, il va falloir configurer tout ça. Alors là encore, tout à l'heure, on a vu comment créer à la main et associer une configuration, c'est-à-dire en gros un Git avec un pipeline Flux CD à l'intérieur du cluster Kubernetes géré par du Arc. On peut faire ça à l'échelle, c'est tout bien documenté. Et donc effectivement, directement depuis Azure Policy, on va pouvoir créer ses propres stratégies pour faire en sorte qu'un ensemble de clusters gérés par Arc puissent recevoir la même configuration. Ça peut être intéressant dans des déploiements, par exemple, qui sont dispatchés d'une application qui est dispatchée sur plusieurs pays. On ne va pas s'amuser à chaque fois qu'on fait une modification, aller sur chacun des clusters pour les modifier. On crée une stratégie globale qu'on va appliquer, qui fera que chaque fois qu'on installera un nouveau cluster, par exemple dans un ressource group, automatiquement il sera configuré de manière automatique. Donc pour cela, en fait, on va pouvoir effectivement, alors on peut définir le scope de sa policy et dire ce scope, donc l'étendue sur lequel va s'appliquer cette stratégie sera par exemple ici le ressource group qui s'appelle DC Stanbury 2. Donc à l'intérieur de cette policy, c'est vraiment, on va définir finalement ce qu'on va mettre dans cette stratégie de configuration.
Et en fait, là, on va retrouver dans la partie Azure Policy des catégories qui s'appellent Kubernetes, qui vont nous permettre ici de faire différents éléments de configuration. Donc ces différents éléments de configuration vont permettre en fait de configurer de manière centrale l'ensemble de certains paramétrages, qui sont soit des paramétrages de sécurité, soit l'usage de certaines fonctionnalités, comme par exemple de forcer la labellisation des pods, ou alors de mettre en place du GitOps. Ça, c'est la première des stratégies, par exemple, ici, qui est disponible. Donc, déjà, de manière pré-créée, on a déjà tout ce qu'il faut pour dire tous ces clusters-là vont recevoir la même stratégie GitOps vers le même Git, par exemple. On peut également choisir ici de sécuriser certains éléments, de dire de manière globale à tous les clusters Kubernetes gérés depuis Azure, de dire ces clusters n'auront pas le droit, par exemple, d'instancier des pods privilégiés, c'est-à-dire des pods avec trop de privilèges, ce qui n'est pas une bonne recommandation, etc., etc. Donc voilà, on va retrouver ici dans la partie catégorie des rôles spécifiques à Kubernetes qu'on pourrait donc utiliser dans Kubernetes pour Arc. Alors tout ça, bien entendu, se modélise après sur, donc là c'est l'exemple de mon déploiement GitOps, et là j'ai un fichier un peu plus détaillé que ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'interface, mais globalement c'est le fichier qui correspond à dire je prends ce Git comme référence et je vais déployer dans tel namespace sur tel cluster. Et donc ici on va dire on va prendre l'opérateur. Voilà. Hop. Une fois qu'on a ça, c'est parfait parce qu'en fait, du coup, on va pouvoir créer autant de clusters qu'on veut et automatiquement, ils vont hériter de la stratégie qu'on a créée. Et donc, on peut avoir son déploiement à l'échelle internationale avec tous ces clusters Kubernetes qui sont tous gérés en mode GitOps et tous référents par rapport à un Git particulier. Du coup, si on a du Kubernetes géré, donc du Kubernetes géré par Microsoft Arc, l'intérêt c'est également de profiter de l'expérience qu'on a aujourd'hui dans Azure en termes de management, de surveillance de la partie log et de la partie métrique, qu'on a de manière assez sympa dans l'interface d'Azure Kubernetes Service, et d'avoir la même chose mais pour des clusters qui ne sont pas dans Azure. Donc pour cela, on va venir activer en fait le Azure Monitor pour Arc Kubernetes, afin de profiter en fait de ce type d'interface, d'avoir le même système de insight et de voir rapidement le nombre de nœuds, la mémoire utilisée, et après de pouvoir faire le drill down dans les différentes options de Kubernetes. Donc on va pouvoir descendre jusqu'à là, jusqu'au niveau container, ça c'est vraiment la même vue qu'on pourrait avoir dans un cluster Kubernetes dans Azure Managé. Effectivement, là on voit tout de suite une vue d'un cluster qui est à l'extérieur de Azure, mais on a la même vue avec les containers, s'ils sont en bon état, combien ils consomment. Et puis ici, on a directement en fait l'accès ici sur la partie log. Donc là, on est sur la métrique de l'état. Et ici, en allant sur View Analytics, on va directement aller sur les logs dans le puits de log Azure Log Analytics avec les bonnes requêtes par rapport à ce conteneur-là. Alors du coup, ça veut dire que si on a un ensemble de clusters gérés dans Azure et hors de Azure, eh bien, le fait d'avoir effectivement ces agents et cette expérience unifiée va permettre dans la partie Azure Monitor, dans la partie Container Insight, de voir l'ensemble de ces clusters dans une vue unifiée qui n'ont pas que des clusters dans Azure, etc. Donc là, on voit effectivement mon cluster AKS qui est un cluster managé dans Azure, et je vois ici mon cluster Azure Arc qui, lui, est une autre version et qui est géré à l'extérieur, mais visuellement, je vais avoir la même expérience, et à tout moment, quand on va effectivement cliquer dans l'interface, on ira sur les dashboards que je vous ai montrés au préalable. Alors du coup, c'est pas mal, mais ça ne fait pas encore tout. Alors aujourd'hui, il faut bien retenir ce qu'est Arc et ce que n'est pas encore Arc. Donc Arc, c'est fait pour gérer la configuration de ce qui est à l'intérieur du cluster, c'est-à-dire donc, les applications déployées et les règles de sécurité par exemple dans le cluster. Donc là, c'est de la configuration intra, on va dire, Kubernetes, c'est pas la configuration du matériel, etc. Ça permet Arc également d'unifier l'expérience de monitoring. Et ce que ça ne fait pas, donc Arc ne gère pas le déploiement. Donc c'est pas depuis Arc aujourd'hui, pas encore en tout cas, que vous allez pouvoir dire je déploie un nouveau cluster en Kubernetes sur site, ou chez Google ou chez Amazon. Donc Arc n'est pas fait pour piloter les déploiements dans d'autres plateformes. Il n'est pas fait pour gérer non plus le cycle de vie de ces clusters, c'est-à-dire s'il y a des montées de version, l'ajout de nœuds, etc. C'est pas Arc qui le fait aujourd'hui. Pour le faire, il faudrait étendre Arc pour qu'il puisse aller appeler des API chez des fournisseurs extérieurs comme Amazon, AliCloud, Oracle Cloud, etc. pour faire ces opérations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est fait pour gérer du Kubernetes. Donc c'est vraiment lié au périmètre de Kubernetes et non pas à l'infrastructure qui supporte le Kubernetes derrière. Quatrième et dernier service, Nicolas, la partie Azure Arc Enable Data Service.
Et donc, le dernier module qui nous reste à regarder, des 4 qui ont été mentionnés, c'est la partie Data Services, donc Azure Arc Enabled Data Services. Donc, qu'est-ce que c'est que les Data Services? C'est la capacité qu'on va avoir de déployer les services data SQL Database et PostgreSQL Hyperscale en dehors d'Azure sur des clusters qui sont managés par Azure Arc et bien entendu avoir ces services de data qui seront managés exactement de la même manière que les services disponibles dans Azure. Donc on va être en mode evergreen, notamment pour SQL Server, à savoir que l'on aura toujours la dernière version, on aura les derniers patchs qui auront été installés et disponibles dessus. Donc on sera isochrone avec ce qu'on a dans Azure et ce qu'on a dans nos data centers. Donc, pour résumer la notion de Azure Data Services Everywhere, ce slide-là, on avait l'habitude de le voir pour les services qui tournent plutôt dans Azure, à savoir toujours à jour, mise à l'échelle automatique, pilotage unifié, haute sécurité, et la notion de facturation. Avec Azure Arc et les data services intégrés avec et managés avec Azure Arc, ces notions seront bien entendu applicables, y compris en dehors d'Azure. Donc, quel que soit l'endroit où vous déployez vos data services, quel que soit le cluster Kubernetes sur lequel on va déployer les data services. Donc, on aura toujours les moteurs de base de données qui seront à jour, SQL Database, Postgres Hyperscale. On aura une mise à l'échelle automatique. Alors, bien entendu, quand on sera sur vos clusters SQL Server, sur vos clusters Kubernetes, on aura une limitation intrinsèque liée à la taille de ces clusters, mais les logiques de scale-up, scale-out seront exactement les mêmes. Pilotage unifié, ce qui veut dire que le portail Azure, les outils de management, les outils de requêtage seront exactement les mêmes, quelle que soit la localisation d'exécution de vos modules de données. Et bien entendu, les règles de sécurité que l'on va appliquer seront les mêmes. Donc, si on doit résumer en un slide ce qu'est Azure Data Services, bien entendu, à la base, on a du hardware, parce qu'il faut bien des ressources pour faire tourner nos services de données, nos clusters Kubernetes. Donc, ça peut être du hardware que vous possédez, donc du hardware EEM. Ça peut être de l'Azure Stack, mais ça peut être aussi d'autres clouds ou d'autres hosters qui vont vous fournir un cluster Kubernetes. Donc là, on a Kubernetes standard, bien entendu. On a OpenShift, on peut avoir AKS. L'essentiel étant que ces clusters aient été intégrés dans un management Azure Arc, qui, lui, va apporter la notion de sécurité, le monitoring, la gestion des backups, tous les éléments de haute disponibilité, de disaster recovery et la gestion du déploiement donc des différents services. Donc, quand on va activer Azure Data Services sur un cluster Kubernetes piloté par Azure Arc, on va pouvoir déployer dessus soit du PostgreSQL, soit un SQL Database ou, dans le futur, d'autres services de données. Au-dessus, bien entendu, vous applications qui vont consommer ces bases de données. Donc, ça peut être des applications elles-mêmes déployées dans le cluster Kubernetes géré par Azure Arc. Ça peut être des applications de BI, de reporting ou des applications d'analytics. Donc, dans le cadre de nos bases de données de type SQL Database, donc basées sur le moteur SQL Server, on a déjà dans Azure donc les 3 déclinaisons en termes de taille de déploiement. On a la notion de Managed Instance, où on a globalement une VM avec dessus le moteur et toute la logique SQL Database de déployer. Donc, ça vous permet d'avoir un maximum de contrôle sur ce service qui reste un service managé. Donc, vous n'avez pas à gérer la machine virtuelle ou le déploiement de SQL Server, mais vous avez l'autonomie en termes d'usage de l'instance. Et si vous ne souhaitez pas avoir une instance autonome, que vous souhaitez simplement travailler au niveau de la base de données, on a les 2 autres déclinaisons. Donc, Single Database, qui nous permet d'avoir une base de données pour laquelle on va provisionner ses propres ressources de compute qui lui sont dédiées, sans forcément avoir un corps complet ou une VM complète. Et on a aussi la notion d'Elastic Pool qui va nous permettre de partager pour plusieurs bases de données un même ensemble de ressources de calcul. Donc ça, c'est très intéressant quand on a des scénarios d'usage avec des petites bases de données ou des usages non continus de la ressource de calcul. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a dans Azure. Quand on va se trouver dans une architecture hybride, dans une infrastructure hybride avec de l'Azure Arc, on va avoir ces data services SQL Database qui vont pouvoir être déportés et déployés sur un cluster Kubernetes qui est géré par Azure Arc. Et donc, on va se retrouver avec une Managed Instance Azure Arc déployée donc, sur un cluster Kubernetes en dehors d'Azure, mais qui sera managé et vu au niveau du portail Azure comme une Managed Instance Azure, et vous pourrez réutiliser les mêmes outils pour l'administrer.
Donc, en complément du service SQL Database déployé sur un Data Services Arc Enabled, on va avoir la possibilité de déployer des services de type PostgreSQL Hyperscale sur nos clusters Kubernetes managés par Arc. Donc, on va bénéficier de la capacité à faire de la montée en charge extrême avec PostgreSQL Hyperscale. Donc, bien entendu, vu qu'on ne sera pas dans un cloud en tant que tel, on sera bordé par les limites du cluster existant, mais on va se retrouver avec les mêmes capacités de scale-out et de scale-up sur nos bases de données. Vu qu'on est sur un data services géré par Azure Arc, on va bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités communes à ce socle de données, à savoir la haute disponibilité, la gestion de la sécurité et de la compliance, la notion de backup et les monitoring automatiques de nos bases de données. Donc si on revient un peu sur l'architecture globale d'Azure Arc, on va dire orienté application, on va retrouver bien entendu à la base notre infrastructure de notre choix. Donc, on va partir sur un cloud ou on va partir sur du hardware OEM sur lequel on aura déployé un cluster Kubernetes. Ce cluster Kubernetes aura été déclaré et enregistré dans Azure Arc qui va permettre de le manager. Donc, on a vu que ça pouvait être n'importe quel Kubernetes, y compris de l'OpenShift ou de l'AKS. Donc, ce cluster expose son API classique, donc ce qu'on appelle l'API Kubernetes, mais aussi les différents outils lignes de commande, donc le kubectl qui est la ligne de commande Kubernetes, le AZ Data qui est la ligne de commande pour les services Azure Data Services déployés dans Arc. La partie Data Services va nous apporter les fonctionnalités communes à l'ensemble de nos Arc, avec y compris la remontée des logs, de la télémétrie, des événements qui ont pu se produire sur le service, tout en ayant la capacité à récupérer les évolutions de règles de sécurité, les nouvelles policies, les évolutions des déploiements qui doivent être intégrés. Ce socle commun Data Services va aussi fournir les mécaniques de backup, de scaling, de gestion de la disponibilité à l'ensemble des bases de données qui vont être déployées dessus. À l'heure actuelle, on vient de voir que pendant la preview, c'était PostgreSQL, Hyperscale et SQL Database Managed Instance qui peuvent être déployés sur Data Services. Dans le futur, rien n'interdit d'avoir d'autres bases de données, d'autres types de bases de données qui vont arriver sur ce socle technologique, voire des services d'analytique et de reporting. Alors comme les autres produits en fait Arc, le but en fait est de là encore unifier les visualisations au sein de la console Azure. Donc on a un exemple ici d'Azure SQL où on va avoir à la fois des bases de données manage en pure pass, des manage instances et des manage instances Azure Arc comme tu viens de nous présenter à l'instant. Donc ces manage instances elles-mêmes tourneront en fait sur un Kubernetes. On arrive à la synthèse de cette session qui a duré une cinquantaine de minutes. Finalement, on va reboucler la boucle et on va terminer par ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire la stratégie Azure qui est hybride. Et l'idée, c'est d'apporter de l'innovation partout avec Azure. Alors, on connaissait effectivement de l'innovation apportée par Azure Stack dans les data centers de nos clients, par la partie bien entendu Azure IoT. Et puis finalement, Arc vient compléter cette famille avec finalement un ensemble de services dont l'objectif est de pouvoir en fait connecter des ressources de type machine, serveur Kubernetes ou base de données managée directement directement à Azure et de les contrôler depuis Azure, même si elles ne tournent pas directement dans Azure. Donc la glue finalement qui va amener tout ça, c'est une glue de management, de sécurité, de gestion des données des applications et puis bien entendu tout le tooling en termes de DevOps est bien entendu disponible, quelle que soit effectivement la solution retenue. Si vous êtes intéressé par Azure Arc, on vous encourage à commencer à le tester. Donc je rappelle que Azure Arc for Server est désormais en GA, donc prêt pour la production. Toutes les informations sur ak.ms/Azure Arc et puis vous pouvez commencer dès aujourd'hui effectivement à gérer vos serveurs. On vous remercie encore pour votre attention et passez une bonne fin de journée. Un grand merci à tous. Au revoir.